lance. Ça recommence. On se met à danser. Et donc, c'est parti, ma chère. Donc, bienvenue tout le monde à un nouvel épisode du podcast de RDA Canada. Donc, je m'appelle Anthony Vézina, je suis le host du podcast. Donc, Ryan Cooper, c'est mon invité aujourd'hui. J'aimerais juste que tu prennes le temps de te présenter. Juste un petit... prends le temps de te présenter, en fait. Là. Prends le temps que tu veux. Ben, excellent. Merci beaucoup de m'avoir aujourd'hui. Je m'appelle Ryan Cooper et puis, je suis originaire de la Nouvelle-Écosse, mais j'ai grandi au Nouveau-Brunswick. Donc, je suis une Acadienne du Canada Atlantique. Et puis, je suis présentement étudiante à la maîtrise à l'Université de Moncton, à distance. J'habite présentement en Nouvelle-Écosse, donc je fais les allers-retours dans les deux provinces assez régulièrement. Oui. Wow! OK, donc en Nouvelle-Écosse, et donc, puis là, en ce moment... T'étudies, j'ai vu que tu as gradué justement donc du bac en administration en commerce international. Je voulais te poser plein de questions là-dessus parce que justement, moi je m'en vais à l'université en automne, en septembre, puis c'est exactement le même programme, puis la même spécialisation. Comment tu as aimé ton expérience? Super, ben oui, non, je t'encourage fortement. Moi, j'ai adoré mon expérience. Oui, je trouve que ça donne, en tout cas, si tu t'intéresses à l'international, ça Oui, donne 100%. vraiment, exact, c'est tellement riche. Tu sais, même quand on pense à toutes les différentes cultures aussi qui sont impliquées dans le commerce, l'administration des affaires, il y a tout ce côté comme humain là aussi que je trouve que est vraiment intéressant. Ouais, non, super. C'est exactement ça. OK, excellent. Puis là, donc, excellent. Donc, est-ce que j'ai vu que tu t'intéressais beaucoup à l'entrepreneuriat? Est-ce que tu peux parler un petit peu de ton enfance? Puis, tu sais. Super, ça fait que moi, l'entrepreneuriat, je pense comme indirectement, c'est dans ma famille. Mon grand-père, c'est un entrepreneur, mon oncle, OK. ma mère aussi, elle a eu une garderie, elle a ouvert un magasin de scrapbooking à Fredericton. Ça fait que, à part de sa carrière avec la GRC, là, mais en tout cas, l'entrepreneuriat est dans ma famille. Ça fait que je pense que inconsciemment, j'avais comme ces influences-là depuis que je suis jeune. Et je pense que c'est beaucoup le côté de comme pouvoir répondre à des besoins dans nos communautés, pouvoir aider du monde. C'est beaucoup ça qui m'attire, je pense. Ça fait que personnellement, j'ai eu une petite aventure entrepreneuriale pendant mon bac. J'ai commencé une petite entreprise de sérigraphie de chandail. Donc, j'ai appris à faire la sérigraphie. J'ai créé mon propre logo. Et puis ensuite, le but de mon entreprise, c'était de donner une partie de mes fonds à un organisme à but non lucratif qui aidait à former des gens et à installer des systèmes d'énergie renouvelable dans une communauté rurale au Cameroun, en Afrique. Ça fait que ça, c'est un peu personnellement, ma petite aventure en entrepreneuriat. Cool! Oui! Excellent. Oui, exact. C'est ça. Ben, continue. Excuse-moi, je vais pas te couper. Non, c'est correct. Puis là, je pense que pendant mes études postsecondaires, mon baccalauréat, j'ai eu beaucoup d'amis internationaux à l'Université Sainte-Anne qui s'intéressaient à l'entrepreneuriat. Puis je trouvais ça vraiment intéressant que des gens qui viennent ici étudier, donc qui font leur formation, ont aussi un intérêt à côté de créer des entreprises dans la communauté ici. Je trouvais ça hyper intéressant, puis vraiment quelque chose de riche à bâtir dessus. Ça fait que ma thèse de maîtrise porte justement sur l'entrepreneuriat des étudiants internationaux au Nouveau-Brunswick. Donc, de comprendre qu'est-ce qui les pousse ou peut-être les empêche à devenir entrepreneurs après leurs études. Wow! C'est le fun parce que j'ai plein d'amis, justement, là, je le dis souvent, là, mais j'ai plein d'amis, justement, qui sont aux études, mais qui se passent aussi un side hustle, une entreprise, à temps partiel. Puis je pense de plus en plus notre génération. Là, je sais pas, t'as quel âge, juste pour me J'ai 27 ou 28. 28, ok, excellent. Donc, t'es plus peut-être dans la Millennials. Mais je trouve que Millennials, Gen Z, Millennials, ils ont plus des esprits créatifs, je trouve. Ils veulent avoir leur propre projet. Puis, à la limite, à un moment donné, même s'ils ont une job et un projet on the side, c'est de voir si ce projet-là est assez fructueux pour se concentrer à 100% puis se mettre plein d'énergie. Mais je trouve que c'est différent des autres générations. Je sais pas qu'est-ce que tu en penses là-dessus. Oui, je trouve ça super intéressant. Je pense que tu as tout à fait raison. On dirait qu'on a un esprit vraiment créatif. Je pense qu'on a tellement de choses à la portée de la main aussi que ça nous permet d'avoir tellement d'idées, de rencontrer tellement de monde, tu sais, de peut-être vouloir contribuer à des choses qui vont peut-être moins bien ou qui pourraient être améliorées. Je pense qu'il y a aussi cette conscience-là. Exactement. Ben, surtout les enjeux sociaux, tout ce qui est l'environnement. De plus en plus, là, justement, j'ai assisté au gala aux entrepreneurs hier, puis il y avait plein d'entreprises
québécoise qui mettait de l'avant justement des enjeux de santé mentale, d'aide et de soutien donc aux entrepreneurs, mais ça touche à plein d'impacts sociaux. Je pense que j'ai pas vu une entreprise qui était juste business là. C'est super intéressant puis c'est bon, c'est bien pour le futur quoi. Mais écoute, j'ai plein de questions au niveau de ton enfance. Toi, est-ce que tu as démarré des petits projets? Tu sais, des fois, j'ai vu du monde qui me disent ah ouais, moi je vendais des bonbons à l'école, tu sais, je faisais du profit là-dessus, je vendais des caisses de téléphone. Tu sais, est-ce que toi, tu avais des trucs, des expériences comme ça? Ça, c'est une bonne question. Je me rappelle pas si j'ai nécessairement comme fait quelque chose comme ça, mais j'étais impliquée dans des choses comme les guides, les Girl Guides of Canada, donc les guides. Et puis donc on vendait les biscuits, tu sais, on allait porte à porte, tout ça. Ouais, Et ouais, puis ouais. on trouvait des façons créatives aussi de vendre les biscuits là. C'était pas juste on cognait puis on demandait, on faisait une petite danse ou tu sais, on trouvait une façon un petit peu plus créative à faire vendre les biscuits. Mais non, je pense que pour moi c'était vraiment à partir de mes études postsecondaires. C'est OK. drôle parce que maintenant, je suis vraiment une personne qui s'engage et qui, tu sais, je suis dans beaucoup de projets, je suis pas gênée. Ouais. Mais c'était vraiment pas le cas avant à l'école primaire, j'étais beaucoup gênée. Ça a pris, Plus introverti? oui, un petit OK. peu, oui. C'était vraiment comme dans, tu sais, mes années plus loin, là, 8, 9e année au Nouveau-Brunswick. C'est à ce moment-là que je m'ai dégênée un peu. Ah, ouais, c'est super. Puis au niveau de la sérigraphie, c'est fou que tu m'en parles parce que ça fait 4 ans maintenant que j'ai une entreprise d'impression. Oh, J'ai jamais. Ouais, c'est ça, j'étais what? C'est donc bien hot. Puis c'est pas commun, je te dirais. Il y en a plusieurs qui partent leur marque de vêtements, mais de imprimer eux-mêmes leurs vêtements, c'est pas aussi partagé. Donc c'est ça, moi j'étais plus dans l'impression de vinyle HTV Transfer Vinyl. J'ai pas sauté dans la sérigraphie parce que ça me tentait pas d'aller dans la grosse équipement. Toi, comment ça marchait? T'avais-tu de la grosse machinerie chez toi? sais-tu, Comment ça fonctionnait? ouais, au début, j'avais aucune idée, puis Ouais, tu sais, j'aurais pu acheter des chandails déjà imprimés puis les revendre, mais exact. pour moi, c'est vraiment comme je voulais une expérience à travers tout ça. Et Ouais. puis, en tout cas, ma mère avait un contact avec le collège de craft et design à Fredericton, donc OK. un monsieur qui savait comment faire ça. Donc, il nous a fait une petite session privée et j'ai vraiment pu apprendre comment le faire. Wow! Oui, j'ai appris que oui, tu sais, il y a toutes ces machines-là que tu peux acheter, tout ça, mais il y a quand même des façons de le faire de façon assez simple à la maison. Ça fait que c'était vraiment du style DIY, là. C'était Ouais, OK. des vieux cadres de canvas, comme des canvas, qu'on a Mhm. enlevé le canvas et au lieu, Ah, on OK, OK. mettait le silk. Donc, je sais pas c'est Ouais, le screen, là, l'écran, le self, je sais ce que tu veux dire, ouais. exact. Ça fait qu'on le posait vraiment nous-mêmes sur le cadre. Et puis après ça, on achetait le liquide spécial pour pouvoir Ouais. créer notre logo. Comme c'était vraiment à partir de zéro qu'on a créé notre propre machinerie. Ouais, quand même, ouais, c'est fou parce que je me souviens, il y a peut-être 1 an ou 2 ans, j'avais pris une formation en sérigraphie. Ça m'intéressait, je voulais voir comment c'était quoi le processus. Puis, mon Dieu, que c'est plusieurs étapes. Puis tu peux faire tellement d'erreurs juste en nettoyant le screen, tu sais. Si tu le fais pas assez cure ou tu le fais pas assez cuire, des fois, il y a des détails qui s'en vont. Puis là, faut que tu refasses ton screen. C'est comme, oh my god. Mais, tu sais, l'avantage, c'est que tu peux en faire beaucoup de chandails puis rapidement. Tandis que, bon, d'autres sortes d'impressions, c'est un à un. Puis mais c'est Ouais, super intéressant. la cuisine était tout le temps remplie de Ah chandails, oui? là. On faisait comme une ouais, c'était ma mère et moi, c'était nous autres qui faisaient ça à la main, là. C'était le fun. Hey, cool. Puis t'as fait ça pendant combien de temps? Je pense que j'ai fait ça 2 ou 3 ans. J'ai fait ça pendant 2 ou 3 Wow! ouais, donc ouais, j'ai vraiment aimé l'expérience. Je pense que j'ai juste, j'ai laissé ça aller un peu là avec les études et tout ça, ça venait un peu occupé, mais c'est quand même Exact. un bagage que j'ai acquis puis que je pourrais peut-être Wow. utiliser un autre jour. Excellent. Donc, tu disais que tes parents étaient entrepreneurs. Qu'est-ce qu'ils faisaient exactement? Oui, ça fait que ma mère, premièrement, elle avait commencé une garderie à la maison. Ça fait qu'elle offrait parce qu'il y avait pas beaucoup dans ce temps-là, je pense, il y avait pas beaucoup de garderies, Non? comme proches de chez nous qui étaient OK, en OK. français. Puis, elle était déjà retirée de la GRC. Ça fait que, j'avais 2 petites sœurs qui commençaient la garderie. En tout cas, elle a fait Hmm. ça. Elle offrait une garderie bilingue. Et puis après ça, elle a ouvert un magasin de scrapbooking, donc tu sais, les crafts et toutes ces OK, choses-là. ouais, ouais, ouais. Ouais. DIY craft. OK, ouais. Exact, ouais. Ça fait qu'ils vendaient tous les produits de scrapbooking dans un magasin à Ah, Fredericton qui, à ce moment-là, avait pas beaucoup de magasins de scrapbooking comme Michaels n'existait pas encore. Ça fait que c'était vraiment un magasin qui venait OK. répondre à un besoin, ouais. Wow, OK, excellent. Mhm. Puis ton père, il dans. Mon père, un peu moins, il travaille.
plus comme mécanique, mais il a travaillé pour une brewery et maintenant il travaille pour une vignoble. Ça fait que c'est quand même des entreprises et tout ça. Oui. Ben, c'est super intéressant. C'est fun de voir un peu le background des parents, de savoir comment l'enfant a pris un chemin. Est-ce qu'il a pris un chemin plus entrepreneur, a pris un chemin plus stable, conservateur? Donc, toi, est-ce que c'est la prise de risque qui t'intéressait ou la stabilité? Ça c'est vraiment intéressant. Puis même moi-même, je sais pas là, si je m'enligne comme entrepreneur à 100%, c'est vraiment plutôt, tu sais, côté Right. académique qui m'intéresse. OK. Puis, mais je pense que c'est vraiment un mix des deux de mes parents, mais quand même Mhm. aussi très divergent. C'est pas du tout proche de ce que ils ont fait, mais j'ai été influencée par les différentes choses qu'ils ont faites. Exact, on était influencés. Puis j'ai vu que, dans le fond, tu es chargé de cours, exactement. Oui, oui, exact. Puis c'est super. Donc tu t'intéresses à l'entrepreneuriat, puis tu analyses, dans le fond, la réalité entrepreneuriale, surtout dans les communautés francophones. Tu sais, je me demande comment, dans une majorité anglophone, comment on peut se sortir du lot, puis vraiment grossir son projet en étant francophone. Oui, et c'est une bonne question et une différente réalité aussi dans le contexte minoritaire. J'ai eu quelques participants dans mon étude qui ont mentionné que, tu sais, ils réfléchissaient, ben, c'est difficile de rejoindre les clients francophones au Nouveau-Brunswick, peut-être que je devrais juste m'en aller au Québec, qui est entièrement des options possibles. Mais il y en a qui, tu sais, qui aimeraient envisager une carrière entrepreneuriale en Atlantique, Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse. Mais il y a quand même ce défi-là de rapprochement vers la clientèle francophone et le fait que si on devient bilingue, on peut acquérir une plus grande clientèle parce que là, on peut toucher les anglophones. Donc, il y a tous ces défis-là aussi et je pense que une chose qui existe aussi, c'est la différence entre les programmes de soutien à l'entrepreneuriat. Il y en a qui sont vraiment anglophones, qui Ah proviennent oui? Oui. des universités anglophones plutôt. Et là, tu as le côté francophone aussi. Ça fait que c'est intéressant parce qu'ils offrent un peu les mêmes choses, mais dans différentes langues. Mais là, les contacts deviennent différents aussi. Tu sais, tu as comme tes mentors entrepreneurs anglophones, puis ceux-là qui sont francophones. Donc, ça serait intéressant de voir comment est-ce qu'on peut un peu, malgré les différences linguistiques, travailler ensemble parce que, en tout cas, comme conseil en entrepreneuriat, c'est beaucoup de travail d'équipe et les réseaux et tout ça. Super intéressant. Écoute, question, sens-toi bien à l'aise de répondre comme tu veux. Est-ce que de vivre, de grandir dans une communauté majoritairement anglophone, puis que dans le fond, toi, tu étais francophone, est-ce que tu as vécu des discriminations étant plus jeune ou c'était vraiment pas le cas finalement? Ah oui, c'est intéressant. Quand j'étais plus jeune, le système d'autobus entre les écoles Ouais. anglophones et francophones était partagé. Ça fait Ah qu'on oui? est, oui, ça fait que les étudiants francophones étaient sur la même autobus que les anglophones. Moi, je Oh. vivais vraiment à l'écart du comme centre de Fredericton. Ça fait qu'il y avait beaucoup plus d'anglophones. Puis je pense à un moment donné, j'étais la seule francophone. Hmm. Puis il y a eu quelques moments que tu te fais traiter de non Frenchie puis des choses de Ah même. ouais. Hmm. Ouf. Ça fait que je suis reconnaissant des alliés que j'ai eus. Il y avait des amis anglophones que, tu sais, ils étaient comme ma babysitter, ma gardienne. Ça fait qu'elle a dit non, viens t'asseoir avec moi, et des trucs quand Hmm. même. Vraiment jeune. Je dirais que ça serait des expériences que j'ai eues. Éventuellement, les autobus ont changé, là, et puis les francophones avaient leurs propres autobus, et puis les anglophones, pareil. Ah. Euh, Wow. oui, mais je pense que à part ça, grandir à Fredericton, surtout à Fredericton, et puis là, j'en parle récemment aussi avec des amis, et des collègues et tout ça, j'ai trouvé que l'école Saint-Anne était un milieu vraiment spécial et unique parce qu'il y avait tellement de différents accents français. Euh, c'est vrai qu'on parle là tout en français, mais la manière qu'on parle, c'est différent. Tout à fait. Ça fait que des fois, c'était un peu difficile de se retrouver. Surtout dans mon cas, mon accent comme de la baie Sainte-Marie en Nouvelle-Écosse, c'est vraiment unique et il y avait pas d'autres étudiants qui venaient de cette région-là. Ça fait que, honnêtement, mes amis n'ont jamais vraiment entendu mon accent avant, je pense, la 10e ou 11e année parce que je corrigeais un peu la façon dont je parlais quand j'allais à Ah, l'école pour vrai? Tu te comparé à. forçais. Ok, ouais. Tu te forçais à, comme, ben, dans le fond, à changer ton accent pour que ça ressemble plus au français international. Je pense que oui, ou peut-être Ah, même ouais. juste Nouveau-Brunswick ou comme Ah, mes ok. enseignants un peu. Je pense Wow. que c'était comme inconscient, mais à un moment donné, c'est devenu plus conscient que je me sentais plus à l'aise si je parlais comme ça. Pour une raison ou une autre, je sais pas. Maintenant, je me sens beaucoup plus à l'aise de juste parler dans mon accent des fois et je m'inquiète pas tellement là. Mais oui, c'était vraiment comme plus tard dans mes années scolaires que mes étudiants m'ont entendu et c'est parce que j'avais appelé ma mère au téléphone au dîner pour lui dire que j'allais rester après l'école.
l'école, puis à cause je parlais avec ma mère, mon accent a changé tout de suite. Et puis là, mes amis m'ont regardé et ont dit « Wow, qu'est-ce que c'est C'est ça? » pas la même personne, là. Oui, ça fait que c'était une réalité vraiment différente de grandir à Fredericton. Donc, c'est un monde anglophone, mais en plus de ça, le monde francophone était tellement diversifié et comme peut-être même multiculturel ou multilinguistique, je sais pas qu'est-ce qu'est le mot là, mais ouais, c'est Ouais. vraiment, vraiment unique. OK, exactement. Ben, c'est ça, c'est intéressant. Puis, tu sais, j'imagine juste hey, le fait qu'il y ait deux autobus séparés, anglophone, francophone, déjà là, il y a un problème, là. Je veux dire, ça marche pas, là. Puis, j'imagine juste la réalité de tes parents, eux, est-ce qu'ils ont grandi aussi en là ou dans le fond, C'est une ils ont bonne changé de question. province? Oui, c'est une bonne question. En fait, mes parents sont séparés. J'ai comme 4 parents. J'ai Ah, OK, OK. ma mère qui a grandi ici en Nouvelle-Écosse à la baie Sainte-Marie. Ouais. Et donc, mon beau-père maintenant, lui, il vient de Montréal. C'est avec lui que j'ai plus ou moins grandi à Fredericton. On vit ensemble. Mais mon père également, il vient de Dartmouth, donc il est anglophone. Et puis, Ouais. ma belle-mère aussi est anglophone de la Nouvelle-Écosse. Wow. Ah ouais. Aïe, aïe, aïe. Ah, c'est bien. Puis est-ce que tu te vois rester ici? Est-ce que tu te vois changer, de déménager ou t'es vraiment bien en ton emplacement en ce moment? Ah, je suis une personne qui est peut-être, on peut dire, nomade, là, comme Nomade, ouais. déménager, ouais, Ok. déménager, ça me fait rien. Ça, c'est comme une autre crise que j'ai, là. On dirait que j'ai beaucoup de crises dernièrement, linguistiques, Ouais. identitaires, mais le lieu géographique, j'ai pas un endroit que je Pas considère qui est comme, d'attachement, là, ouais. ouais, qui est chez moi. Ça fait que vraiment, je suis ouverte à n'importe quoi. C'est sûr que j'aime beaucoup mon Acadie, mais heureusement, mon Ouais. Acadie, c'est pas un territoire, c'est quelque chose que je peux amener avec moi, peu importe où je suis. Ça fait que c'est un avantage. Ouais, tout à fait. J'ai un couple d'amis, justement, puis sa blonde est acadienne, puis elle est tellement accueillante, gentille, ouverte d'esprit, puis ça fait différent des gens qu'on rencontre, là. Donc, j'appuie vous. Euh, Excellent. Ben écoute, c'est ça qui est le fun, tu sais, je trouve, dans notre génération, encore une fois, on n'est pas nécessairement attaché même qu'il y en a de plus en plus qui ne cherchent même pas à avoir d'enfants nécessairement ou de créer une famille. Ils veulent bon, voyager, avoir une certaine liberté de travail aussi, travailler à distance. Est-ce que tu as vu ça auprès de tes études, de tes collègues de classe? Oui, c'est intéressant. Moi, quand je pense à la pandémie et tout ça qui nous a plus ou moins Ouais, forcé à venir en ligne, en virtuel, pour moi, personnellement, ça a été une vraiment belle expérience. J'ai commencé ma bien sûr. maîtrise en virtuel et je pense que je vais la finir en virtuel aussi. Mais j'ai trouvé que ça m'a donné tellement d'opportunités d'assister à différentes choses. Tu sais, même l'activité de Au Chalet de Rede Canada, c'était en Ouais. ligne. J'ai pu rencontrer des francophones de partout au pays juste en cliquant sur Zoom. Tu sais, C'est fou, hein? ouais, j'ai participé au sommet des Nations Unies sur le développement durable. Ça fait que ça, c'était Hmm. comme toute une expérience que je crois que en ligne, ça devient tellement plus accessible. Ça fait que pour moi, dans le monde virtuel, je vois tellement de potentiel là-dedans, puis tellement d'opportunités de vivre différentes choses, et de connaître, d'agrandir nos réseaux. C'est vraiment, je pense que. Je suis bien d'accord avec toi. Puis, tu sais, justement, ça me fait penser, je vais faire un lien hier, on a une discussion avec Robin Galland, qui est une coach d'affaires à l'île du Prince-Édouard. Puis, elle nous disait que tu sais, l'Internet, le Web2, Web3, c'est vraiment intéressant parce que ça nous amène un peu des revenus passifs possibles. Tu sais, on vend des e-books, on vend des livres, des formations en ligne, des cours en ligne. Tout ça, ça fait comme une forme de, comment je pourrais dire, de retraite. Tu sais, c'est un plan de retraite parce que c'est de l'argent qui rentre, puis c'est des belles connaissances qu'on peut repartager, puis fructifier, dans le fond, monétiser. Oui, exactement. Et c'est vrai, même dans mon cas, j'ai eu beaucoup de petits contrats que j'ai pu faire Ouais. à distance en ligne, de la traduction, Ben, c'est ça. tu sais, manager des pages Facebook pour des groupes d'artistes qui sont plus âgés, qui savent pas trop comment. C'est tout des trucs de même. C'est vrai que ça nous donne des petites side gigs là, qui. Exact. Oui, c'est ça, comme on dit, des side hustles, puis d'autres moyens de financer nos projets, tu sais. Puis là, ce qui est vraiment le fun aussi en 2020, c'est que tu peux littéralement travailler. Tant que tu as un ordinateur assez puissant, puis une connexion Internet assez puissante, travaille n'importe où. Je veux dire, si tu veux offrir tes services, c'est un petit peu créatif. Disons que j'ai vu justement une entreprise là, sur Facebook passer qui offre des services de sous-titrage pour des montages vidéo. Les gens
peut-être pas les connaissances de le faire ou n'ont pas le temps de le faire. Donc, eux, ils font littéralement, ils écoutent la vidéo, t'envoies ton vidéo sur leur site web, puis ils font de la traduction en français, en anglais, dans n'importe quelle langue que tu veux. Puis, c'est pas un robot qui le fait automatiquement parce que YouTube peut le faire, mais tu sais, des fois, les accents, c'est différent, hein? Donc, c'est pas les mêmes mots qui vont être identifiés. Donc, tu sais, d'aller chercher d'écrire un peu ce besoin-là, des services créatifs en ligne, c'est tellement des façons de faire de l'argent, si tu veux, là. Oui, Donc, ouais, c'est super super. intéressant. Ouais. Excellent. Donc, au niveau de ton parcours, tu sais, l'entrepreneur, est-ce que toi, tu désirais. Parce qu'il y a plusieurs concepts. Tu sais, il y a le repreneuriat, l'intrapreneuriat, il y a l'entrepreneuriat. Y a-tu quelque chose dans ces eaux-là? Tu sais, est-ce que tu te vois plus travailler dans une entreprise et avoir tes propres projets au sein de l'entreprise? C'est une bonne question. Je sais pas, l'entrepreneuriat, pour moi, il y a comme tellement de liberté là-dedans. Je pense que personnellement, ça serait plutôt comme je serais comme ma propre boss. Tu sais, comme Ouais, ouais. j'envisage plus comme si je m'enligne là-dedans, ça serait de la consultation. Ça fait que vraiment une entreprise que moi, je peux gérer par moi-même, offrir mes services professionnels. Et puis, c'est ça, vraiment, je pense que ça serait plutôt dans cette lignée-là, là, la consultation. Euh, ouais, je pense. En tout cas, je pense que c'est plutôt ça pour moi. OK, donc la consultation, être consultante pour des entreprises, stratégie marketing. Oui, ou ouais, non, exactement, comme ça. Et puis même offrir de mener des projets de recherche peut-être pour des organismes, des conseils de développement économique qui cherchent peut-être à faire des études Mhm. dans la région sur les besoins ou sur l'actualité de l'entrepreneuriat dans le Canada Atlantique, par exemple. On a certains rapports qui existent, comme le Global Entrepreneurship Monitor, mais il n'y a pas beaucoup de chercheurs ou de personnes qui sont en train de faire ça assez régulièrement comparé à d'autres régions, comme par exemple le Québec. Ça fait que des choses comme ça m'intéresse un peu là, de pouvoir mener des projets de recherche sur le terrain pour un peu voir qu'est-ce qui se passe. Puis là, après, à partir de ça, tu sais, si je le fais, par exemple, pour un conseil de développement économique, eux, ils peuvent prendre ça, cette réalité-là, et peut-être modifier leur service ou créer des nouveaux programmes, ces types de choses-là. 100% exactement. Puis tu sais, je pense que ça peut être tellement de valeur aux entrepreneurs. Je trouve que les gens qui se lancent, puis moi je l'ai vécu, j'ai vécu des problèmes de littéralement de pas des dépressions, mais de santé mentale un petit peu parce qu'on est en situation de solitude quand on démarre, parce qu'on est dans notre bulle, puis on dit ah il y a personne qui comprend notre réalité, puis on est tout seul, mais finalement c'est tellement pas vrai là. Tu sais, mets ton ego à part, puis commence à rencontrer des gens, va prendre des cafés, échange avec les gens de ton entreprise, de leur entreprise, pose des questions. Puis je pense d'aller justement offrir des pistes de solutions à ces gens-là. Puis ça va te donner, je pense, la petite flamme pour continuer leur projet. Oui, exactement. C'est vrai, il existe comme tout ce phénomène-là d'un écosystème entrepreneurial, comme ça existe dans nos communautés. Je pense que des fois, c'est peut-être juste de la visibilité, peut-être, qui manque, le partage d'informations, ou ouais, je pense que et c'est des choses qu'il faut tout le temps améliorer. Tu sais, comment est-ce qu'on peut faire mieux? Comment est-ce que les entrepreneurs peuvent être au courant ou que nous, on peut aller chercher les entrepreneurs? Je pense que c'est toutes des choses que on doit tout le temps réfléchir. Excellent. J'avais une petite dernière question tantôt. Quand tu discutais de ton parcours scolaire, mettons au secondaire, t'étais quel genre de personne? T'as dit que t'étais un petit peu plus gêné. T'étais quel genre de personne dans la classe? En classe, j'étais une personne studieuse. J'arrivais 5-10 minutes avant que le Ok. cours commençait. Je faisais mes devoirs. Je les avais finis une semaine à l'avance. Ok, Vraiment ok. quelqu'un qui gérait mes projets. Mais je pense que c'était pour gérer mon stress. Je faisais Ouais. sûr de tout le temps être un peu. Et je suis toujours comme ça, quelqu'un d'assez organisé et puis discipliné dans mes projets. Ouais, ça, c'est vraiment qui je suis, à l'école en tout cas. Ouais, excellent. Ben, tu sais, je le vois tout de suite dans ta personnalité, puis je pose tout le temps cette question-là pour avoir plus de détails. Tu sais, t'as l'air assidu directement, puis tu sais, c'est efficience. Donc, tu sais, c'est super intéressant, surtout tu sais, dans le domaine que tu veux travailler. Au niveau de tes expériences de travail, j'ai vu que t'as été un poste de communicatrice chez Arts and Go. Tu t'occupais des réseaux sociaux, si je me souviens bien, c'est ça? Exactement. Donc, j'étais agent de communication au Conseil des arts du Nouveau-Brunswick, donc Arts NB. Et puis, Arts and Go. ouais, exact. Donc, je pense pas que le poste existait avant que j'arrive, Ah, ok. ou Ah, peut-être il y avait un poste, mais c'était pas tout à fait la même chose, ok. là. Ça fait que c'est ça, j'ai aidé à bâtir un peu un plan de communication pour Arts Ok, NB, cool. vraiment créer une visibilité forte sur les médias sociaux et, tu sais, on a revampé le site web, tout ça, travailler avec des fournisseurs. Puis,
Oui, c'est vraiment une belle expérience en communication. J'ai adoré mon expérience. Puis ça m'a permis aussi d'utiliser ça comme chargé de cours. J'ai enseigné un cours de communication et relations publiques à la dernière session. Ça fait que j'ai pu déjà intégrer mes expériences en enseignement. Ça fait que c'est vraiment bien. Wow, c'est génial. Puis, tu sais, au niveau des. Exactement, tu sais. Puis, au niveau de ton expérience, est-ce que tu as dit que tu aimé ça? Est-ce que tu as vécu des trucs un petit peu qui sont sortis de l'ordinaire, des problématiques avec peut-être ton équipe de travail, des méthodes de pensée qui étaient divergentes? C'est une bonne question. On était une très petite équipe. Je pense qu'on était 4 qui travaillaient ensemble, incluant le directeur général. Et donc, on avait un conseil d'administration. Je pense pas qu'on avait eu. Je pense que le switch à la pandémie, parce que j'étais encore là jusqu'à la pandémie a frappé. J'étais là jusqu'au mois d'août après ça, ou 2020, je pense. Et puis, donc, je pense que la transition en ligne a été quelque chose de difficile un peu pour l'équipe, juste à organiser. Et Exact. là, on réfléchissait à si quelqu'un tombe malade assez sérieusement, qu'est-ce qui arrive comme on est juste 4, comme, tu sais, chaque personne avait vraiment des rôles importants et des tâches importantes. Et puis, on administre des programmes de subvention, donc de l'argent pour des artistes. C'est vraiment ça, c'est ce que Arts&B fait. Ça fait que c'est quand même des dates limites assez souvent. Donc, la personne qui s'occupait des programmes avait quand même un rôle très important. Donc, on avait beaucoup de réflexion et de travail à faire autour de qu'est-ce qui arrive si quelqu'un devient malade, comment est-ce qu'on va travailler à distance, comment ça marche. Même les choses comme est-ce que vous avez assez d'écran, avez-vous une souris, avez-vous une chaise, comme on y pense pas, mais c'était quand même ouais, C'est vrai fallait un peu pareil. s'habituer. Oui, exact. C'est vrai, tu sais, j'avais même des clients qui n'étaient pas adaptés nécessairement, qui avaient pas un ordi assez performant, qui avait pas de caméra sur l'ordinateur. Donc, comment on fait pour des rencontres Zoom, là? Faut que tu t'achètes ça, faut expliquer comment la plateforme fonctionne. C'est un mot d'adaptation. Mais donc, toi, personnellement, comment tu as vécu la transition de pré-pandémie à la pandémie, puis aussi l'après? Oui, bonne question. Ça fait que quand la pandémie a frappé, j'habitais à Fredericton, donc Ok. bon, j'ai fini mon bac en Nouvelle-Écosse, puis là, moi et mon Ouais. conjoint, on a redéménagé à Fredericton avec ma famille. Ça fait qu'on était environ j'ai une grande famille, j'ai 3 petites sœurs, donc on était 6 en grandissant. Donc quand on est revenu à Fredericton, on était comme 5 ou 6 qui habitaient dans la maison, je me rappelle plus. Il y a tellement de monde. Ça fait que quand la pandémie a frappé, ben, heureusement, mes parents sont retirés, ça fait qu'ils ne travaillent pas, mais Ok. moi et mon conjoint, il fallait travailler de la maison. Ma Hmm. sœur, il fallait qu'elle finisse ses études à la maison. Ça fait qu'il y avait beaucoup de monde tout d'un coup qui était comme 24 sur 24 à la maison. Heureusement, on avait une maison assez grande, ça fait que tout le monde avait un peu son espace de travail qui était quand même bien et important. Ça fait que pour moi, au début, j'étais comme super disciplinée. Tu sais, je prenais même le temps de faire du yoga pendant mon heure Oh, de dîner wow! que je faisais même pas avant, hein. Comme c'était vraiment, vraiment, je sais pas, bizarre un peu. C'est la T'as décidé de te lancer en pandémie, puis on essaie de nouvelles affaires. Exactement. J'ai pensé, OK, là, si je peux pas sortir de la maison, il faut que je fasse de l'exercice d'une façon ou d'une autre. En tout cas, ça fait que au début, c'était vraiment encouragé. Puis là, le soir, on faisait des choses artistiques pour, tu sais, se garder occupé des choses de même. Éventuellement, je pense que j'ai arrêté de faire du yoga, mais j'ai commencé à faire d'autres choses, des marches, en tout cas. Et puis, je pense pas que je m'ai jamais fatiguée de comme la vie virtuelle, le travail virtuel. J'aimais beaucoup ça. Je trouvais que OK. j'étais plus productive parce que on dirait que je gérais bien mon temps pour pouvoir comme profiter du temps où est-ce que je travaillais pas et penser à comme OK, qu'est-ce qu'on peut faire qui est le fun, tu sais, qui est pas aller dans des magasins que on peut pas ou pas aller à des activités culturelles que on peut pas. Ça fait que non, je sais pas, ça jamais, je pense à un moment donné, on a tout devenu un peu tanné là, de rester dans la maison. Nous autres, dans notre cas, il y avait beaucoup de monde. Ça fait que c'était quand même une chose positive parce que je peux pas imaginer les gens qui habitaient tout seuls. Ça a dû être très difficile. Et puis, ben maintenant, tu sais, on est rendu un peu que les choses sont en train de réouvrir, des trucs de même. Pour moi, personnellement, j'ai encore beaucoup de choses qui sont en ligne, beaucoup d'activités, de petits jobs, de contrats qui sont en ligne. J'ai enseigné en ligne et je vais enseigner en ligne aussi cette session Cool. ici. Mais les activités recommencent peu à peu en personne, là, des réunions de conseil d'administration et tout ça que je siège dessus. Ça commence à être en personne, puis là, j'aime beaucoup ça. Là. Je pense qu'il est temps qu'on puisse revenir un peu à des choses en Ben, personne, c'est clair. la C'est connexion clair. humaine. C'est exactement ça, la connexion humaine, tu sais, je veux dire, c'est bien Zoom, c'est bien StreamYard, puis tu sais, il y a plein d'applications super intéressantes, mais le lien physiquement, je trouve que, ben, puis tu peux me le dire, là, j'imagine, en l'enseignement,
par Zoom. Moi, j'en ai vécu des cours là, pendant la pandémie. Je veux dire, tout le monde ferme leur caméra, on ferme leur micro, on s'en va laver la vaisselle, puis on écoute le cours dans nos écouteurs, là, littéralement comme un podcast. On n'est pas autant à. L'attention n'est pas là. Est-ce que tu as vécu. Comment. Ouais, justement, toi, en tant que chargé de cours, comment tu as Oui, vécu? oui, c'est intéressant. Comme étudiante à la maîtrise, au début, j'avais quelques cours en ligne, Ah, mais ok. on était seulement comme 3, donc on affichait nos caméras, tu sais, Ah, il y avait bon. plus de discussions. Ok. Donc moi, mon expérience en tant qu'étudiante en ligne, ça a quand même été assez bien. Tu sais, je voyais Ouais, mes j'imagine. profs en ligne, tout ça. Mais là, quand j'ai enseigné la session dernière, mes cours, et puis j'avais une classe qui avait comme 40 élèves et l'autre qui avait une vingtaine d'élèves, ils mettaient pas de caméra, c'était vraiment juste comme la participation, c'était dans le clavardage. Ça fait que c'était tout comme une différente réalité. Je comprends aussi que sûrement le monde commence à, tu sais, si on commence à être fatigué, à être en ligne, à se voir tout le temps, parce que quand on a la caméra ouverte, on se voit, c'est comme un miroir devant nous quand on parle. Mais je pense que non, c'était honnêtement, c'était un peu bizarre au début, là, jamais voir les visages, jamais voir qui sont ces J'imagine, hein. personnes. Mais oui. Mais j'essayais d'encourager un peu la participation dans le clavardage, poser des petites questions, m'intéresser à des choses d'actualité aussi, tu sais, faire des petites, Ouais. je sais pas, choses brise-glace pour tu sais, les rappeler que je suis une personne comme eux et que, tu sais, on peut se partager des bons jours puis des comment ça va. Puis... Exactement. Non, parce que je pensais à ça, puis justement, j'ai eu une entrevue avec un professeur au cégep. Ben, tu savais, au Québec, on a le cégep, donc entre l'université. Puis il me disait, moi, c'est ça, je suis incapable d'enseigner en ligne, de faire des cours en ligne, parce que je suis pas capable de voir la réaction des gens. Tu sais, même s'ils répondent pas, disons qu'on est en présentiel, je le vois si la personne est d'accord ou est pas d'accord, ou est en train de dormir sur son bureau. Tu sais, je le sais, puis je peux aller le chercher, mais en ligne, le monde ne sont pas obligés de mettre leur caméra, peuvent fermer le thé. Fait que l'attention est là, c'est moins motivant autant pour l'étudiant euh, que pour l'enseignant. Mais en même temps, je dis ça, mais je trouve qu'il y a certaines personnes qui vont très, très, très bien performer avec des cours en ligne. Puis même que j'ai eu certains cours que c'était des pré-enregistrements. Donc, mon prof de philo, il m'a envoyé comme OK, cette semaine, faites telle matière, une vidéo de genre 30 minutes, écoutez ça, puis faites un rapport, puis envoyez-moi ça vendredi, puis même chose à chaque semaine, puis j'ai eu des très bonnes notes. Donc, tu sais, je pense que ça dépend je pense qu'il y a une évolution au niveau des méthodes d'enseignement. Oui, certainement. Je pense, ouais, tu as tout à fait raison. Puis c'est vrai qu'on a ces différents styles de personnes-là qui, Hmm. comme moi, par exemple, tu sais, ça a vraiment été positif apprendre en ligne et juste travailler en ligne, tout ça. Mais pour d'autres, ça prend vraiment ce côté humain-là, le côté pratique, pouvoir venir poser les questions aux professeurs, aux enseignants. Puis, donc, je pense que c'est vraiment intéressant comment est-ce qu'on va trouver, comme qu'est-ce qui marche pas, puis là, qu'est-ce qu'on va ramener avec nous en allant de l'avant, que peut-être qu'on faisait pas avant. Je pense que un monde hybride, moi, personnellement, je pense que je vois ça comme Ouais. vraiment positif. On peut rejoindre à la fois ce côté-là plus physique, mais aussi utiliser nos technologies. Ça fait que je pense que ça va être de trouver la balance un peu où est-ce que, tu sais, où est-ce que ça marche. Le juste milieu, exactement. Je pense que moi aussi, je suis encore d'accord avec toi. Un mode hybride, c'est intéressant pour la majorité des cours. Même que je dirais que, ben en fait, pour moi, personnellement, il y a des cours un petit peu plus difficiles que j'ai eu beaucoup plus de difficultés à apprendre en ligne. Comme moi, les mathématiques, c'est vraiment pas ma. C'est vraiment. J'aime pas ça, puis j'ai de la difficulté. Fait que ça, c'est pas un bon match. Mais j'ai pas me forcer, j'ai de la misère à me concentrer, puis c'est bizarre d'avoir un prof qui m'aide, qui m'assiste à avoir tu sais, ces connaissances-là. L'accompagnement plus one-on-one, c'est beaucoup plus aidant. Mais tu sais, des cours, par exemple, marketing, que je suis très passionné, que je peux faire mes recherches moi-même sur mon ordinateur. Ah, ben là, tu vois, j'ai des meilleures notes, puis je perds moins de temps aussi au niveau du transport. Tu sais, on pense pas à ça, mais une heure aller, une heure retourner, tout ça. Donc, les pauses, aller, puis l'énergie de se rendre. Donc, tu sais, faut que tu prennes ça en rond, puis au bout de la journée, tu sauves du temps, hein. Exactement. Oui, exact. Donc, c'est ça, tu sais. Puis, j'ai juste une question rapide pour toi. C'est quoi la différence entre un chargé de cours et un enseignant normal, disons? Ça fait que chargé de cours, c'est vraiment juste un contrat pour une session. OK. Donc, j'ai été approchée, il manquait peut-être un professeur ou quelqu'un pour Ouais. enseigner un cours pendant une session. Donc, c'est ça, il cherche quelqu'un qui va venir puis qui va juste administrer le cours pendant une session. Excellent, excellent. Non, c'est une bonne question parce que j'ai un de mes amis qui aimerait justement poursuivre ce cheminement-là, d'être un chargé de cours dans le certificat d'entrepreneuriat, de dynamique entrepreneuriale, puis il aimerait ça être chargé de cours justement parce que ça l'intéresse. Il est super intéressant. Donc, vous pourriez dire ça. Puis, c'est quoi les genres de projets que tu as fait, disons, dans un de tes contrats en tant que chargé de cours, des projets intéressants avec tes étudiants et étudiantes? Ça fait
Dans mon dernier cours que j'ai enseigné au CCNB, celui de relations publiques et communication, j'ai fait les élèves préparer un plan de relations publiques, un plan de Ok, communication. wow. Oui, Cool. ça fait que ça, j'ai trouvé, c'était quelque chose de vraiment pratique qui leur permettait de, tu sais, je leur ai donné des problématiques fictives qu'ils pouvaient Ouais. choisir. Donc, ils n'avaient que c'était comme vraiment sérieux, comme quoi que les produits sont en train de rendre les gens malades ou dans un autre scénario, ils veulent lancer un nouveau produit. Donc, ça leur donnait un peu la liberté de choisir un scénario. Puis là, après ça, c'est vraiment d'utiliser des outils pratiques comme créer un échéancier de publication qu'on utilise pour Ouais. dans les médias sociaux, par exemple. Ouais. C'est préparer des brochures, préparer des cartes d'affaires, Hmm. vraiment du concret, les habituer avec des C'est programmes en bon, là. ligne gratuits pour faire des affiches et des trucs comme ça. Ça fait que ça, j'ai beaucoup aimé. J'aime quand j'enseigne, j'aime beaucoup des activités pratiques, des choses qu'ils pourront peut-être même utiliser plus tard. Tu sais, créer une carte d'affaires dans un cours au collège, ça peut finir par être utile. Oui. Exactement. Ça fait que je pense que c'est beaucoup ça, je veux dire. La formation, c'est fait pour nous préparer pour la vie réelle. Ça fait que pour moi, c'est important que les exercices soient vraiment pratiques. Puis, j'essaie d'incorporer aussi beaucoup de choses d'actualité dans les différents exercices que j'ai partagés avec mes élèves, notamment ce qui s'avait passé avec Sunwing et les personnes du Québec, je Ok. crois, Oui. tout ça au Mexique. Oui. Oui, donc je les ai fait analyser un peu les communiqués de Oh. presse qui avaient sorti, à la fois du club privé là, qui avait sorti un communiqué, puis Sunwing. En tout cas, ça fait que j'essaie d'incorporer des choses qui se passent là, dans la réalité. D'activité, oui, exactement. Exactement, ouais. C'est super intéressant. Est-ce qu'au niveau de tes étudiants et étudiantes, c'est quoi l'âge moyen, disons? Ben, au collège, c'était intéressant parce que c'est vraiment un mix. OK. Il y en a qui sortent vraiment de comme la 12e année, donc qui auraient Ouais. comme, je sais pas, 18 ans, je Ah, pense, OK, alentour OK. des stages-là. OK, Mais il y ouais. en a aussi qui reviennent après un diplôme universitaire, qui viennent Mhm. étudier pour un programme d'1 an au collège. Donc, Hmm. il y avait vraiment des gens de tout âge, comme ça allait quand même dans les quarantaines, je dirais. Wow, OK, c'est J'ai pas, varié. ouais, ouais, c'est vraiment varié. C'est intéressant. C'est ça, c'est intéressant, OK. Puis, est-ce que tu as, des étudiants, des étudiantes qui t'ont approché pour des conseils au niveau de son projet d'affaires, peut-être de valider son projet, puis y offrir des ressources, puis tu te disais, OK, cette personne-là va aller loin, cette personne-là est intéressante. As-tu eu cette expérience-là? Je pense pas, vu que j'étais juste là une session, j'ai pas trop eu, tu sais, parce que j'ai pas, nos liens ont juste été développés pendant une session, c'était pas Ouais, tellement long. ouais, je comprends. Mais, 4 mois, je pense, hein, c'est ça, une session? ouais, OK. exactement. Mais je suis où j'étais là, mon mandat est terminé, mais j'étais la présidente du club entrepreneur à l'université de Moncton. Cool. Donc là, on a eu des élèves qui sont venus, qui veulent des soutiens, ou au moins, et ils n'ont pas venu comme valider une idée, mais ils ont venu nous approcher pour savoir, OK, quel service que je peux aller chercher ou qu'est-ce qui existe dans la communauté de Moncton pour m'aider. Ça fait que le club, on s'est engagé à faire différentes conférences avec des Wow. entrepreneurs inspirants. Puis là, après ça, on commence tranquillement à créer des partenariats avec différents services dans la région pour offrir des ateliers pour les élèves, les étudiants qui s'intéressent à l'entrepreneuriat. Ça fait qu'il y a comme il y a un momentum là, qui est en train de se bâtir. Puis la prochaine équipe après moi sont déjà en train de travailler avec différents partenaires. Ça fait qu'il y a vraiment un intérêt là, à l'entrepreneuriat sur le campus universitaire. Excellent. Une petite question pour toi, rapide. Est-ce que les gens qui sortent du secondaire, est-ce que tu conseillerais à ces personnes-là de s'engager dans un programme universitaire ouais, en sortant du secondaire? Ah, c'est une bonne question. Parce que moi, personnellement, mon parcours, après la 12e année, là, j'ai gradué, je suis allée à l'université, j'étais admise dans le programme de BA-BED, donc le bac en art, bac en éducation. So, j'ai fait Ouais. une session, j'ai fait un semestre, puis là, j'ai dit, OK, ça, c'est pas pour moi, je sais pas pourquoi T'es rentré là-dedans parce que. oui, comme Ouais. c'est beaucoup d'argent, je suis pas sûre si c'est ça que je veux Mhm. faire. Tu sais, parce que c'est vrai, on gradue, puis on sait pas trop des fois. Il y en a qui savent, puis whatever, moi je suis contente pour eux autres, vraiment, c'est qu'ils Ouais, c'est savent ça, tant déjà. mieux pour eux. Mais dans mon cas, j'étais pas rendue là. Et je suis quelqu'un qui a beaucoup d'intérêt aussi, donc je pense que c'est ça OK. ça l'a fait un peu plus difficile pour moi. Donc, en tout cas, j'ai fait une session, j'ai dit, OK, non, c'est pas pour moi. Hmm. J'ai pris une pause. J'ai été au Cameroun, en Afrique, pendant 3 mois sur un voyage comme bénévole. Et puis, Wow.
Donc, ça, c'était comme la session suivante. Puis là, pour une année, j'ai travaillé, j'ai fait des petits jobs, j'ai enseigné des cours de premiers soins, j'ai travaillé, j'ai enseigné des cours de patinage, juste des petites choses. Bon, j'ai retombé dans l'enseignement, là. Je sais pas si tu t'es aperçu, mais finalement, Finalement. en tout cas, ça fait que là, surtout quand j'étais en Afrique, j'ai pensé, je sais pas, l'administration pour moi, c'était tellement comme plus ouvert. Je voyais beaucoup de OK. possibilités. Ça fait que j'ai réévalué mes affaires, puis là, je suis retournée à l'Université Saint-Anne, j'ai fait mon bac en admin, commerce international. Donc, tout ça pour tout ça pour dire, puis pour répondre à ta question, moi, personnellement, ça m'a aidé de prendre comme cette année-là, entre ma 12e année puis mes études postsecondaires, à vraiment trouver comme mes intérêts. Mais je pense que je l'ai quand même rempli. Mon année était remplie avec des différentes expériences. Tu sais, des voyages, des jobs, comme appliquer pour des jobs. Tu sais, c'est quand même toutes des expériences. Puis là, faire une job. En tout cas, ça fait que je pense que moi, personnellement, oui, je dirais que c'est bien d'aller trouver différentes choses, voir différentes choses. Et je dois dire, j'étais quand même quelqu'un que pendant mes années de secondaire, j'avais des jobs pendant l'été, tous les étés. Depuis comme la 8e, Wow, OK. 7e année, j'ai beaucoup travaillé. Ça Hmm. fait que je pense que nos expériences de travail aussi viennent tellement alimenter les choses qu'on apprend à l'école et les choses que là, on réalise, OK, je peux aller étudier ça encore plus loin et me faire une carrière là-dedans et m'intéresser là-dedans et bien faire. Ça fait que, ouais, je pense que si on n'est pas certain, je pense pas qu'il faut avoir peur de prendre comme une pause des études, mais d'utiliser ce temps-là, je sais pas, à s'apprendre, comme à apprendre à se connaître ou à explorer différentes choses. Je pense que ouais, ça peut être vraiment intéressant. C'est ça, exactement. Puis, tu sais, de se dire que, mettons, à 17, 18 ans, de quitter ce moment puis de se dire, OK, c'est quoi? Il faut que tu choisisses un programme que tu vas faire le restant de ta vie, ce domaine-là. T'as pas le choix, sinon tu vas être comme endetté et tout ça. Mais je ne sais pas c'est quoi mes intérêts. J'ai touché à quelque chose, à quelques trucs, tu sais, dans mon adolescence, mais à part de ça, ben ok, ben là, moi, je préfère, ce que je conseille finalement, comme tu as dit, la même chose, c'est essaye plein d'affaires, prends-toi un an, là, pas obligé, tu stresses-toi pas d'aller, au pire, tu as un an de plus que les autres, c'est ça, faut que tu vois ça de même, là, puis même là, il n'y a rien là, c'est même pas de négatif. Donc, tu sais, tu vas être même avantagé aux yeux des autres, je trouve, parce qu'avec ton expérience de background. Donc, tu sais, bénévolat, travail, voyage, c'est super intéressant ce que tu as fait. Puis j'aimerais que tu me parles un peu de ton expérience de 3 mois au Cameroun. Comment tu as vécu ça? C'était-tu la première fois que tu voyageais, justement? Non, non, donc ma famille est une famille qui aime beaucoup voyager depuis que je suis vraiment Cool. jeune. Ah, J'étais super. je pense que j'étais en 3e année, mais mes parents nous ont sortis de l'école, les 4 filles, OK. puis on a fait un road trip des États-Unis. On a fait comme une vingtaine d'États, comme c'est vraiment un Cool. gros voyage d'un mois, mais quand même un voyage éducatif, vu qu'ils nous sortaient de l'école, là, ma mère s'assurait qu'on avait tu sais, on allait voir des musées, on apprenait Ouais, des ouais. choses, on avait un journal, tout ça, en tout cas. Cool. Ça fait que dès qu'on est vraiment petite, là, on a voyagé pas mal. Au Hmm. secondaire, là, on a voyagé plus l'Europe, des choses comme ça. Et puis, en 2012, donc j'étais encore à l'école, j'ai été au Cameroun pour la première fois. C'était un voyage organisé avec une église, donc dans ma région de OK. Fredericton. Donc, c'était OK. un voyage un peu plus comme ça, là, Ouais. de 2 semaines. Donc, une équipe d'une dizaine de personnes. OK. On a aidé à, tu sais, comme bâtir une école avec les gens de la Wow. région, des choses comme ça. Donc, il y avait des Canadiens qui vivaient au Cameroun et qui faisaient du travail, eux, comme c'était ça leur travail, des missionnaires. Donc, euh, Ouais. 2 ans plus tard, comme en 2014, quand j'ai pris ma petite pause de un semestre d'études universitaires, j'avais un peu comme gardé ces relations d'amitié-là avec les Canadiens au Cameroun. Puis, Hmm. puis j'ai dit, ah, je sais pas trop qu'est-ce que je fais. J'ai une formation en premier soin maintenant. J'ai pris le cours pour enseigner du premier soin. Est-ce que je peux venir au All Cameroun right. avec vous pendant 3 mois et aider où je peux? Ça fait que j'ai juste retourné chez eux au Cameroun pour 3 mois. J'ai vécu avec eux, puis j'ai fait des petites choses comme enseigner le premier soin, on a enseigné des cours de nage, tu sais, des choses plutôt, je sais pas, peut-être pratiques dans le village, comme aider avec des choses comme ça. Ma mère était avec moi les 2 voyages, mais le deuxième, elle a juste resté 2 semaines, puis là, elle est repartie, mais moi, j'ai resté 3 mois avec eux. Puis, ouais, Wow. c'était vraiment des belles expériences. Je pense que je le dis tout le temps, je suis vraiment reconnaissante à mes parents de m'avoir, tu sais, amené Hmm. sur tellement de voyages parce que ça m'a
tellement ouvert l'esprit. Je suis quelqu'un qui maintenant, je peux avoir des amitiés avec des gens de partout dans le monde. On dirait il y a juste comme cette ouverture culturelle ici qui est juste comme dans Ouais. moi. Et puis que, je sais pas, je suis vraiment reconnaissant de ça parce que je trouve que ça m'aide dans tellement différents aspects de ma vie. Ben, même juste mon projet de recherche, tu sais, ça touche directement sur des gens provenant de l'international. Ça fait que c'est vraiment, c'est des choses qui me tiennent à cœur, puis je pense qui vient un peu de mes expériences de voyage aussi. C'est super, exactement. Puis, tu sais, si on reste au Canada, on a un peu un point de vue très limité. Puis, en fait, on reste au niveau national. Mais, tu sais, quand on commence à voyager dans différents pays, différentes cultures, différentes méthodes de penser, façons de penser, c'est ça qui est intéressant. Ça change un petit peu notre façon de voir les choses. Puis, de faire justement des recherches, c'est sûr que là, tu peux emmener beaucoup plus de valeur. Puis, comparer d'autres sociétés. Donc, tu sais, justement, juste avant la pandémie en 2020, moi, j'ai fait mon premier voyage tout seul, sans les parents. Avec des amis, on est allé au Mexique. Puis on a fait tout pendant 7 jours, on a fait des excursions, on est allé dans des temples mayas, on a rencontré des villages mayas originaux, des cultures super intéressantes. Écoute, on est allé aussi dans des cénotes, dans le fond, en dessous de la terre, c'est des grottes souterraines. Tu sais, on a tout découvert ça, puis la façon de penser des Mexicains, je trouve que ça ressemble un petit peu aux Canadiens, parce qu'ils sont quand même ouverts d'esprit, ils sont très gentils, accueillants. Puis là, je dis, OK, j'adore voyager, puis c'est pas vraiment, je suis pas le genre de gars resort, je suis plus comme pack-sac, on découvre, on s'en va voir plus l'historique du pays. Ça, c'est quelque chose de plus intéressant, puis je m'entoure de ces gens-là, tu sais, qui veulent en apprendre. Oui, exactement. Ouais, nous autres aussi, c'est la même chose, là. C'est vraiment comme quelqu'un du village qui vient nous montrer comme sa vie. Où est-ce que Ah tu ben vis? Qu'est-ce que oui, tu fais? Comme c'est ça qui est vraiment riche, puis ouais. qui est enrichissant, exact, c'est ça. Puis ben là, c'est sûr qu'en pandémie, on n'a pas pu vraiment voyager. Est-ce que t'as-tu d'autres projets de voyage, aller découvrir d'autres pays? Donc, juste avant la pandémie, j'ai été en Bolivie en 2019. Donc, ça, c'était juste avant. Puis, Nice, c'était ok. un autre voyage humanitaire. Ouais. 4 jours passés, j'arrive de la Floride. On a fait un voyage un peu plus relax, Ouais, ouais, pour le fun. mais quand même, c'est le premier voyage depuis le début de la pandémie. Ouf, ça te Euh, passe bien. Ça fait que ça fait du bien. Puis, on a conduit là, donc ça a pris 2, 3 Ah, jours. quand même. Moi et mon conjoint et mes parents. Ouais. Ça fait que pour mon conjoint, c'est la première fois qu'il visitait différents États. Il est allé Ah jusqu'à, oui. je pense que c'était New York comme le plus loin. Mais là, après ça, tous Il est les autres. allé? Ah oui. Oui, exact. Puis là, en tout cas, ça fait que c'était le fun de découvrir des nouvelles choses. Et, ouais. Mais oui. La route était vraiment intéressante aussi. On dirait, tu sais, tu regardes pour du wildlife, tu sais, les alligators, des choses de même. Ah oui, oui, oui. C'est vraiment le fun. C'était-tu la première fois que tu descendais en voiture, non? Non, Mais quand t'as fait j'étais le road trip, jeune, là, tu disais, mais avec ouais, ça. ouais, quand j'étais jeune, on y allait assez souvent, puis on est déjà Ça- conduit en Floride, ouais. C'est une expérience parce que, étant plus jeune aussi, j'étais allé avec ma mère, puis bon, les grands-parents, c'est une classique snowbird, on s'en va en Floride pendant l'hiver. On allait les rejoindre dans leur maison mobile qu'ils louaient. Puis c'était super intéressant, tu sais, c'est le fun parce des fois, on l'a fait en avion, en voiture, mais moi, je préférais la descente en voiture parce que tu vois le changement du climat, du froid, de la neige, puis là, littéralement, la route commence à faire chaud, puis là, commence à y avoir des palmiers, là, wow! Mais non, fait que c'est ça, tu sais, c'est le plaisir du voyage, c'est quelque chose que le monde ne devrait pas se couper, puis ne pas essayer de faire, là. Ouais, exactement. Donc, j'ai rien de prévu qui s'en vient, Ouais, mais ok. je rêve, là, et je sauve mes scènes. J'espère vraiment qu'on puisse commencer à revoyager. Excellent, excellent. Pourquoi être chargé de cours au niveau de l'entrepreneuriat? Parce que tu peux être chargé de cours de n'importe quel domaine, puis dans le fond, d'enseignement de cours. Donc, pourquoi avoir choisi ça plutôt qu'un autre, un autre sujet? Oui, c'est une bonne question. Je pense que ça revient au fait que pour moi, l'entrepreneuriat, il y a vraiment ce côté humain-là qui m'intéresse beaucoup. Le Côté humain, côté, ok. ouais, c'est vraiment ça. Puis je pense que il y a tellement de richesse dans les différents types d'entrepreneurs, les entrepreneurs qui ont des backgrounds différents, et puis même des intérêts différents, des intérêts politiques différents. Je pense que tout ça, c'est tout ça qui m'intéresse un peu. Donc, j'aime pouvoir l'explorer de plus en plus. C'est pour ça que je suis à la maîtrise et que j'envisage le doctorat à l'automne. Ça fait que puis, plus loin que ça, tu sais, après avoir exploré, je vais Wow. pouvoir partager ça avec d'autres gens et avec d'autres élèves. Ça fait que je pense que c'est vraiment ça qui m'intéresse et qui me pousse. Super. Qu'est-ce qui te motive à poursuivre ta maîtrise et même un doctorat?
Je pense que c'est ce côté-là de moi qui est curieuse. Je pense que, tu sais, j'ai toujours été quelqu'un qui veut comprendre comme, OK, comment, pourquoi. Je pose beaucoup de questions. Je pense aussi que je sais pas, j'ai juste comme un amour, je pense, pour la recherche et pour pouvoir comme approfondir des OK. problématiques ou comme mieux Wow! comprendre des choses. Mes recherches jusqu'à maintenant ont été plutôt qualitatives, donc je faisais des entrevues, je parlais avec OK. les gens. Ouais. Donc tout ce côté-là aussi, je trouve, c'est vraiment intéressant. Il y en a un peu moins dans certaines, tu sais, dans certaines Mmh. études, c'est plutôt les statistiques qui est aussi tant très importante. Mais je pense que Le je m'intéresse, quantitatif, ouais. ouais, je m'intéresse beaucoup à comme ce mélange entre ces deux types de données-là, les statistiques, oui, mais aussi tout le vécu humain, le vécu des entrepreneurs. Tu sais, qu'est-ce que les barrières, qu'est-ce que les choses qui fonctionnent bien. Donc, je pense que c'est vraiment ça qui me motive et qui me pousse. Le côté humain, la variable humaine, c'est intéressant dans les recherches. Même plus, moi, ça me parle beaucoup plus les émotions puis comment la personne a vécu leur expérience entrepreneuriale. Si tu me parles de chiffres, pas que tu vas me perdre, mais c'est un peu bon, c'est un petit peu plate là. Tu sais, elle rajoute un petit peu de jus pour rajoute de la viande autour de l'os. Tu sais. Exact, exactement. Et, Puis on le sait tous, là, comme l'entrepreneuriat, c'est tellement, c'est un moteur économique, oui. right. Ça contribue à nos communautés culturelles. Comme, il y a tellement de bénéfices Mm. qui sortent de différentes activités entrepreneuriales. On répond à des besoins de changement climatique à travers ça. Comme, Ah, c'est génial. tu sais, il y a tellement d'importance. Ça fait que pour moi, je m'intéresse vraiment à comprendre comment est-ce qu'on peut comme continuer ça, comment est-ce qu'on peut aider ceux qui se lancent. Ouais, je pense que c'est vraiment ça qui me motive. C'est exact, c'est super intéressant. Puis au niveau de ton parcours, est-ce que tu as remarqué qu'il y avait une tendance beaucoup plus vers l'entrepreneuriat? Maintenant, c'est rendu quasiment un mot trendy que tu mets sur ton, sur ton profil Instagram, entrepreneur, mais tu as genre vendu tes souliers sur Marketplace, sur Facebook, puis tu es rendu un entrepreneur, tu sais. Mais c'est le fun de voir que les gens s'intéressent à ça, mais tu sais, il y a beaucoup de fausses idéalisations au niveau de, tu sais, des réseaux sociaux. Je sais pas, qu'est-ce que tu en penses? Ouais, c'est vrai, c'est intéressant tout ça comme ouais, ouais, Ouais. le comme instant entrepreneur là. Faire de l'argent rapidement, du cash rapide en première année, tu sais. Je pense que c'est définitivement un type d'entrepreneuriat, c'est sûr, comme faut pas Mm. ouais, je pense faut comme considérer ça comme étant un type d'entrepreneur, c'est sûr. Mais je pense et chapeau à eux autres qui veulent le faire. Mais moi, je pense que c'est ça qui m'intéresse moi ou qui me pousse moi le plus. C'est vraiment, tu sais, les entrepreneurs, peut-être les entrepreneurs sociaux, ceux qui Qui a s'engagent un dans des impact causes social. sociales, exactement, ou même des impacts environnementaux. Right. C'est vraiment ça pour moi, personnellement, qui m'intéresse à mieux comprendre et encourager. Ok, super. Ben, excellent. Puis au niveau de, mettons, c'est quoi tes intérêts personnels? Tu as dit que tu aimais voyager. Est-ce que tu t'intéresses à l'investissement? As-tu des. Pas nécessairement, je pense pas, je dirais. Non, je pense pas. Je suis une personne qui aime voyager, oui. Je sais pas, j'aime la nature, mais c'est ça, j'aime aussi beaucoup mes études, j'aime étudier. Oui, je sais pas, je pense que c'est ça. Ouais, ouais, non, c'est ça, mais je voulais savoir, tu sais, au niveau, parce que j'avais vu, me semble, dans tes stories, je sais pas si tu joues avec la bourse. Oh non, en fait, ça c'est Je sais pas si je me suis peut-être trompé, là, c'est peut-être pas le même sujet que tu non, parlais. en fait, j'ai été piratée. Oh my god, ok. Ça, C'est c'est genre, pas. ok, Ouais. ok, c'est ça. Non, malheureusement, non, Ça te c'est donne pas pas le moi. goût, là. Ok, non, je comprends. Ah, pour Ouais, toi, t'as été pratique, qu'est-ce qui s'est passé? ouais, honnêtement, je sais pas là. J'ai même pas cliqué sur un lien, non, rien de même. Oh mon Mon dieu. compte a été entièrement piraté. Ça fait 2, 3 jours que j'essaie de le récupérer avec Instagram. Puis, tu sais, j'ai même appelé un numéro de téléphone Instagram, des courriels, des textes, des messages directs. Je pourrais pas le récupérer, je ne crois pas. C'est vraiment comme Non, un ah, next c'est poche. level pirate. En Ah, tout cas. ben, ça. Ah mon dieu, pour toi, je me suis fait pogner là, récemment, il y a un an, puis j'ai reçu un texto, vous avez eu un retour d'impôt gouvernement du Québec, j'avais cliqué, puis c'était le même site web, puis j'ai rentré j'ai perdu genre 500 $, c'est poche de même, mais bon, la banque au moins rembourse, là, mais tu sais, c'est crime. Oui, hein, c'est stressant. Puis ça, c'est toute une autre réalité négative des technologies. On dirait que Exact, c'est ça. et je me considère quelqu'un qui est très conscient de comme, Oui! tu sais, les choses qui sont pas correctes, que je clique pas dessus, puis tout ça, là, mais quand même, c'est rendu que, tu sais, ils passent à travers des comptes des amis, tu sais, c'est quelqu'un que ça fait longtemps que tu es ami avec sur Instagram, puis en fait, c'est pas eux, eux ont été piratés en premier, puis
En tout cas, c'est toutes des difficultés. Ils ont tellement de stratégies. La cybersécurité aussi, c'est un enjeu en ce moment. Puis on pense que, nous, on connaît, on est habitué avec les réseaux sociaux, puis ces scams-là, mais ils deviennent de plus en plus ingénieux. Juste le fait que je me suis fait pogner par texto comme ça. Des fois, c'est justement mes amis qui me contactent. C'est pas mon ami, mais ils m'envoient un message. J'en clique sur ce lien, il y a une vidéo de toi. Puis là, je suis genre, ok, je clique dessus pas. C'est des fois, on ne sait pas, là. C'est weird. My God. Et là là, fait que faut se protéger, pas le choix, puis faut protéger nos amis alentour de ça. Donc, c'est bien, ça fait quand même 54 minutes qu'on discute. Écoute, je pourrais peut-être finir avec deux petites questions au niveau de tes ambitions professionnelles. Qu'est-ce que tu recherches au niveau peut-être d'aller chercher une entreprise, de démarrer? Quel genre, tu diriges vers quoi là? Oui, ça fait que, en fait, je me dirige, je vais faire mon doctorat et puis, Yes. idéalement, je vais devenir professeur-chercheur. C'est vraiment ça qui est mon plan de carrière. C'est ça que je Tu veux veux faire faire. ça, ouais, t'es passionné par Exactement. ça. Oui, oui, vraiment. Puis, je pense qu'à la fois, tu sais, ce volet-là de recherche, ça me garde quand même la porte ouverte à l'entrepreneuriat à travers la consultation, par exemple. Et même en tant que chercheur, je trouve que même si peut-être, tu sais, on fait pas de l'argent sur les articles qu'on publie, loin de là, mais c'est quand même, type, je sais pas, on peut pas dire que c'est de l'entrepreneuriat, je crois pas. Mais c'est quand même très semblable dans le sens que, comme tu sais, on voit Ben, des problématiques dans la société, on creuse ça, on explore ça, on vient peut-être résoudre, on vient ressortir avec d'autres questions pour continuer à faire d'autres recherches. Ça me fait penser au cycle un peu d'une entreprise, en tout cas. c'est semblable, ça a un impact très social, surtout que si tu ne monétises pas ça et que c'est ouvert au grand public. Là, je sais pas comment, quand tu publies une étude de recherche, est-ce que c'est tout le monde qui a accès à ça ou? Ça dépend des journaux. Il y a certains journaux qu'il faut payer pour avoir un abonnement, mais des Ok, fois, tu peux utiliser l'abonnement d'une bibliothèque pour pouvoir accéder à ces articles-là, donc ça ne te coûte pas. ouais, C'est la bibliothèque qui paye. ok. Donc, oui, ça dépend. C'est ça. Non, mais je pense que ça peut être une forme d'entrepreneuriat. Tu sais, ce que je dis souvent à mes auditeurs, c'est que tu n'es pas obligé de partir une entreprise. C'est pas tout le monde qui est fait pour ça. C'est pas tout le monde non plus qui doit aller à l'université. Donc, tu sais, de démarrer un projet personnel qui t'amène de la valeur, qui t'amène de la passion, qui t'amène de l'énergie finalement dans ta vie, c'est tout aussi bien que de partir une entreprise, même si tu fais pas de l'argent dans l'immédiat, tu sais. Tant que tu as un impact puis que tu veux, tu sais, idéalement redonner à ta société ou aider les gens, je pense que c'est là ta valeur. Hein. Oui, exactement. Oui, exact. Ouais, exactement. Donc, en tout cas, c'est intéressant. Puis, écoute, dernière question que je finis tout le temps avec mes invités. Quel conseil que tu donnerais à un étudiant qui quitte le secondaire? Un étudiant qui quitte le secondaire. Je pense, mon conseil, c'est de faire quelque chose qui te fait peur. Moi, Qui te c'est fait ça. peur? OK? Oui, qui te fait peur. Moi, c'est ça qui m'a. J'avais peur de parler devant des gros groupes, mais en 8e ou 9e année, je sais que j'avais pas fini le secondaire, là, mais en tout cas, ça rentre un peu là-dedans. J'avais peur de parler avec quelqu'un, même parler avec toi, par exemple. J'aurais jamais fait ça dans ce temps-là. C'est-tu ta première expérience de podcast, Non, d'entrevue? non, En maintenant, plus? non, j'en ai fait, maintenant, j'en ai fait d'autres, là. Cool. Mais non, je pense que, et donc, j'ai été encouragée de participer à un concours d'art oratoire à ce Right. moment-là. Puis ça me OK. faisait peur, mes jambes tremblaient, je voulais Ah, pas. mon Dieu, ouais, ouais, ouais. Mais Ouais, ça ouvre, ça débloque quelque chose dans toi. Puis, tu sais, je ouais. m'en rappellerai tout le temps du fait que j'ai fait ça parce que c'est ça, je pense que c'est ça qui a déclenché un peu je sais pas, mon désir de vouloir parler, de vouloir partager avec des gens. Puis, Oui, puis donc, excuse-moi, tu disais que t'es plus gêné, introverti, puis là, t'es rendu une personne quasiment extrovertie, puis que t'es à l'aise, tu t'exprimes super bien, donc, ouais. Donc oui, faites quelque chose qui vous fait peur, puis je pense que vous allez jamais le regretter, puis ça va rester avec vous autres pour vraiment longtemps. Puis c'est ça, c'est en faisant des choses qui nous fait peur qu'on bâtit un peu notre bagage avec des choses qu'on n'aura jamais pensé de pouvoir acquérir vraiment. Quand on s'engage dans des choses qui nous fait pas peur, tu sais, qu'on est confortable dedans, c'est sûr que ça rentre dans le bagage, mais je pense que c'est les choses qui sont le plus difficiles ou peut-être qui font peur qui vont venir, puis que tu vas te rappeler que j'ai fait ça, j'ai pu comme surmonter une chose, puis je pourrais utiliser ça dans mes choses, tu sais, à venir. Je pense que c'est vraiment important. Exactement, oui, c'est super bien dit, puis tu sais, sortir de sa zone de confort, finalement, le monde a peur, on peur de prendre des risques, mais c'est quand tu prends des risques que tu vas avoir des résultats. Tu sais, si tu restes dans ton petit cocon, puis t'es bien, puis t'es confortable, ben c'est correct, mais je veux dire, à un moment donné, tu vas rencontrer des obstacles.
tu vas pas avancer nécessairement dans la vie, tu vas pas évoluer en tant que personne. Je pense, là, je sais pas c'est quoi ton opinion, là. Non, oui, je pense que je suis entièrement d'accord. Puis je pense que j'ajouterais aussi que, tu sais, c'est pas évident de faire quelque chose qui te fait peur. Ouais. Et je dis pas de, tu sais, te mettre dans une situation où est-ce que tu vas peut-être faillir ou que ça pourrait te faire vraiment de la peine. Je pense que c'est important de t'entourer de des gens qui vont t'accompagner dans ces aventures-là qui sont peut-être un peu plus difficiles. Tu sais, moi, j'avais un enseignant qui m'avait encouragé de faire le concours d'art oratoire. C'est vraiment lui qui m'avait... Tu vois. Il a remarqué que, tu sais, j'écrivais vraiment bien, donc pourquoi pas faire le concours d'art oratoire. Donc, je pense que c'est important d'avoir ces gens-là qui t'encouragent quand ça devient un peu plus difficile ou quand tu veux te lancer dans quelque chose que tu n'es pas trop certain. Oui. Parce qu'il ne faut pas que tu te dises que, OK, je dois surmonter des choses difficiles tout seul pour me prouver à moi-même ou me prouver à quelqu'un d'autre. Non, je pense qu'il faut se rappeler qu'il y a des gens autour de nous, puis c'est vraiment important de savoir qu'ils sont là pour nous, parce qu'en même temps, nous, on va être là pour eux à un autre moment donné dans la vie. Puis je pense que c'est un peu ça, ce cycle-là qu'il faut se rappeler. Exactement, faut pas essayer d'aller vers les gens non plus, de pas être gêné, puis d'aller serrer des mains littéralement. Puis moi, il y a le concept du running mate. Donc, disons que tu pars une entreprise, d'aller chercher quelqu'un qui est aussi motivé, qui est peut-être qui a un peu plus d'expérience, mais qui serait prêt à avoir quelqu'un qui te donne un petit coupé dans le cul pour aller, let's go, là, on va chercher nos contrats, on va travailler ensemble, on va travailler toute la fin de semaine, puis tu sais, donner de l'énergie et tout ça, une petite compétition saine, je trouve que ça crée des idées, puis bon, c'est motivant, quoi. Oui, exactement. Non, je suis totalement d'accord avec ça. Dernière mini question juste avant qu'on se quitte. T'avais-tu des mentors, des personnes qui t'ont accompagné dans ton cheminement, qui t'ont conseillé? Oui, je dirais que mon directeur actuel, Georges Aka, c'est mon directeur à la maîtrise. C'est vraiment un de mes grands mentors. J'ai aussi, c'est une amie et une collègue, mais Marie Chamberlain, qui est aussi une mentor pour moi. Elle rirait quand elle m'entend dire ça, mais c'est vraiment vrai. Puis je pense que c'est réciproque aussi. On s'entraide un peu. Donc ça, c'est vraiment, tu sais, je pense que des mentors, ça change, là, ça évolue avec le temps. Right. Ça fait qu'en ce moment, je dirais que ça, c'est les deux personnes. Ben, excellent, génial. Ben, écoute, ça conclut notre discussion. Je veux juste te remercier beaucoup de ton temps. J'ai aimé notre discussion. Si jamais ça te tente, ce que je propose d'habitude, c'est dans un an, on se refait un meeting puis savoir t'es rendu où dans ta vie, qu'est-ce qui se passe. Donc, c'est quoi tes nouvelles. Donc, ça t'intéresse, on pourra se discuter ensemble. Quand tu auras ton compte Instagram back, là, mais, on pourra parler ensemble. Donc, oui, certainement. Donc, t'as-tu aimé notre discussion aujourd'hui? Oui, beaucoup, beaucoup. Ça a été un plaisir de discuter. C'est vraiment intéressant. Puis j'espère qu'on pourra rester en contact peut-être sur Facebook, Vraiment. LinkedIn. Ouais. Oui, LinkedIn aussi, 100%, je suis aussi actif là. Donc, merci encore, puis merci beaucoup tout le monde de nous avoir écoutés. On se revoit dans un nouvel épisode. Merci. All right. Alors, ben oui, écoute, ça annonce déjà la fin de cet bel épisode. Je sais que t'en voulais plus, mais ne t'inquiète pas, on se retrouve très bientôt dans un nouvel épisode avec une nouvelle invitée. Vraiment, avec des différents backgrounds, on va t'emmener beaucoup de contenu et je crois que ça va t'intéresser encore plus. C'est grâce à toi qui nous écoute en ce moment qu'on peut développer des beaux projets comme ça, puis de partager ma passion pour l'entrepreneuriat, d'avoir des belles discussions aussi profondes que ça dans ce beau médium qui s'appelle le podcast. C'est donc de discuter avec des gens de différentes communautés, de différentes cultures. C'est ça qui me passionne. Et bien sûr, d'échanger sur la business, le monde des affaires et de l'entrepreneuriat. Et donc, si jamais tu veux plus de contenu, n'hésite pas à aller rejoindre, dans le fond, les réseaux sociaux de Ready Canada et bien sûr du podcast Entre 15 Tantres. On se revoit très bientôt dans un nouvel épisode. On y va, on recommence. Une autre nuit, on se lance.